L'accès à l'eau, c'est le centre, et même la totalité, de mes 40 années de vie professionnelle. D'abord comme ingénieur, puis comme dirigeant de sociétés d'eau à différents endroits du monde. Depuis une dizaine d'années, j'accompagne des directeurs généraux pour les aider à développer leur stratégie de développement de l'accès à l'eau dans les pays et les régions dans lesquelles ils travaillent et dont ils ont la charge. Et je suis également président d'une association, Aquaorbi, qui met en œuvre sur le terrain les réflexions qui vont être développées au cours de cet exposé. Si je ne suis plus dirigeant de société d'eau, mais que j'accompagne et que je préside cette association, c'est parce que j'ai longtemps cru, avant ce changement, que la difficulté pour résoudre le problème de l'accès à l'eau était d'abord une difficulté technique, difficulté à faire, et puis une difficulté économique et financière, pauvreté des pays, pauvreté des habitants. Et je me suis rendu compte que la réalité n'était pas là. La véritable difficulté, c'est la complexité du problème et la capacité des gouvernants et des populations à prendre conscience de l'intérêt de développer ces services et de se mobiliser pour cela. C'est ce que je vais partager avec vous dans cet exposé. Et la première difficulté, c'est de bien définir ce problème de l'accès à l'eau. Beaucoup, en effet, en parlent, dirigeants, institutions, associations, mais ne donnent pas toujours le même sens. Alors, pour bien définir ce dont on parle, mon exposé sera en 3 parties. La première partie, Terre, eau et homme, abordera la question à l'échelle planétaire pour évaluer la question des ressources et des besoins, et quelle est la part prise par l'eau nécessaire à la maison. La deuxième partie traitera de cette question de l'accès à l'eau à la maison et identifiera les difficultés qui font qu'aujourd'hui, le sujet progresse très peu. Enfin, dans la troisième partie, je vous présenterai Aquaorbi, qui est cette association que je préside et dont j'ai parlé précédemment. Commençons par cette vision planétaire, notre belle planète bleue. Vous le savez, elle est couverte à 70% par des mers et océans, 30% simplement de terres émergées. C'est donc une part considérable de notre Terre. Si l'on essaye de se représenter le volume que ça représente, l'eau présente dans les mers, mais aussi sur les continents, on obtiendrait, en la répartissant de manière uniforme autour de la Terre, comme une peau d'orange autour d'une orange, une épaisseur de 2700 mètres. Qu'y a-t-il dans cette épaisseur de 2700 mètres? 2600 mètres sont composés par l'eau des océans, des mers, de l'eau salée. Une petite cinquantaine de mètres, un peu moins en réalité, est de l'eau douce, de glace, de neige, essentiellement la glace des calottes glaciaires. Et puis le reste, environ 50 mètres, un peu moins là aussi, de l'eau souterraine des continents. Encore faut-il ajouter que cette eau souterraine est pour la moitié d'entre elles de l'eau saumâtre, salée, donc peu utilisable, et pour la presque totalité située à des grandes profondeurs et donc difficile à mobiliser. Alors vous noterez que je n'ai pas parlé de ce que l'on se représente en premier quand on parle d'eau, c'est-à-dire les lacs et les rivières. Pourquoi? Eh bien parce que cela représente un tout petit volume. Ça ne se verrait pas sur ce graphique, ça fait moins d'1 mètre, moins de 50 cm d'épaisseur. Et pourtant, c'est essentiel. Essentiel parce que les rivières sont le réseau qui distribue l'eau partout sur notre planète. On ne le pourrait pas sinon. Le transport de l'eau est beaucoup trop cher, totalement hors de portée de nos capacités humaines. Et les lacs et glaciers de montagne jouent le rôle de réservoir de régulation, comme les châteaux d'eau dans le réseau d'une ville. Alors nous avons un réseau mondial, heureusement, qui distribue de l'eau partout sur Terre, mais comment est-il
alimentés. Et là, nous avons une chance extraordinaire, c'est celle de bénéficier d'une pompe solaire, une pompe merveilleuse et gratuite qui en plus assure le traitement de l'eau, un traitement parfait qui va jusqu'au dessalement de l'eau là où elle est salée et qui nous permet de distribuer partout sur Terre une eau propre à nos besoins d'agriculture et de consommation. Alors en moyenne, cette pompe évapore sur la surface des océans une hauteur de 120 cm et sur la surface de la Terre une hauteur moindre de 48 cm. Les courants atmosphériques vont faire retomber cette eau sur la mer pour une hauteur de 110 cm environ et sur la Terre pour une hauteur de 72 cm. Vous aurez donc noté qu'il retombe moins sur la mer qu'il ne s'est évaporé, la différence retombe sur la Terre. Cette différence fait que 72 cm de précipitations nous sont assurées, réparties de manière hétérogène, c'est certain, mais cette différence est essentielle aussi parce que c'est elle qui nous permet d'avoir de l'eau régulièrement presque partout. Évidemment, puisque cette différence retourne à la mer, sans quoi la mer se viderait, ce que l'on n'observe pas. Donc, notre pompe solaire nous permet d'avoir de l'eau qui circule, qui est régulière, à hauteur de 72 cm, distribuée de manière hétérogène spatialement, c'est certain, mais suffisamment présente pour qu'on ait de la vie presque partout sur Terre. 72 cm de précipitation sur la Terre, c'est une moyenne. La distribution est très hétérogène. Il est des endroits où il ne pleut presque jamais, presque rien, et puis d'autres endroits où il pleut beaucoup et presque tout le temps, jusqu'à plus de 10 mètres en moyenne. Quand on pense aux endroits où il ne pleut presque jamais, on pense au désert, comme au Sahara. Le Sahara voit 20 mm de pluie en moyenne par an. On pense moins à une ville comme Lima, capitale du Pérou, où il pleut pourtant 3 fois moins qu'au Sahara, 6 mm par an. Et pourtant, Lima n'est pas réputée une ville de désert, ceci parce que les précipitations sur les Andes forment des glaciers, des cours d'eau qui alimentent ce réseau formidable dont on a parlé tout à l'heure et qui permet à Lima d'avoir de l'eau régulièrement toute l'année. Il est vrai aussi qu'à Lima, l'évaporation est bien moindre qu'au Sahara parce que l'air est très humide et que la température est plus fraîche. On ne peut donc parler des précipitations sans parler aussi de l'évaporation. L'évaporation va priver la Terre d'une partie de l'eau pour la restituer au courant atmosphérique. Restera pour nos usages ce qui s'écoule. L'écoulement total représente 40 milliards de mètres cubes par an, ce sont ces 24 cm d'excédent dont on parlait tout à l'heure, mais cet écoulement total n'est pas lui-même totalement utilisable. Seule est utilisable la part régulière de ces écoulements. La part irrégulière, c'est celle qui se produit lors des périodes de hautes eaux, de crues, où on a beaucoup de mal à utiliser l'eau et où on ne peut pas la stocker tant les volumes sont importants. C'est donc aux écoulements réguliers, qui sont à peu près 30% des écoulements totaux, qu'il nous faut comparer nos prélèvements pour mesurer la pression que nous exerçons sur nos ressources. En 2020, nos prélèvements ont représenté à peu près 40% de ces écoulements réguliers. La pression était donc déjà très forte. Et cette pression augmente très rapidement du fait de l'augmentation de la population, comme le montre cette courbe. Mais les prélèvements augmentent encore plus vite du fait de l'augmentation des consommations unitaires. Si l'on situe l'année 2000 comme année de référence avec une valeur de 100%, on voit qu'aujourd'hui, en 2020, nous consommons déjà 25% de plus qu'alors, et qu'en 2050, les projections nous montrent que l'on consommera près de 80% de plus que notre consommation de l'an 2000. La pression de nos prélèvements sur les écoulements réguliers s'accroît donc très vite.
En 1950, si l'on mesure nos prélèvements comme une proportion du volume des écoulements réguliers, elle faisait 13%. Et à cette époque, on pouvait considérer que chaque région du monde était indépendante quant à ses ressources en eau. Chaque région pouvait avoir son équilibre local entre ressources et besoins, et la somme des équilibres locaux faisait un équilibre global. En 2000, on avait déjà atteint 33% pour cette mesure. C'était 41% en 2020, nous l'avons vu, et cela atteindra près de 60% en 2050. On peut dire qu'alors, et on est déjà dans cette situation, on ne pourra plus assurer les équilibres ressources et besoins localement sans une concertation mondiale sur l'usage des ressources en eau. Et cette difficulté, ce problème grave, est encore rendu plus aigu par le changement climatique, lequel va diminuer la proportion des écoulements réguliers et donc la quantité d'eau facilement accessible à l'homme. On peut illustrer cela par un exemple. Prenons le cas de l'Himalaya qui illustre cette photo d'un glacier très célèbre. La photo également est très célèbre. Sur la partie supérieure, vous voyez ce glacier à l'époque actuelle. Et sur la partie inférieure, 80 ans auparavant. Entre les deux, le glacier a perdu 106 mètres en altitude et donc un volume considérable. Autrement dit, sa capacité à réguler les cours d'eau qui s'approvisionnent de la fonte du glacier a nettement diminué et les cours d'eau sont beaucoup moins réguliers. Or, de l'Himalaya naissent des très grands fleuves qui alimentent les milliards d'habitants de ces régions et qui sont indispensables à leur vie. Je parle de l'Indus, du Brahmapoutre, du Mékong, du fleuve Jaune. La perte de la régularité de ces cours d'eau va grandement rendre plus difficile la vie de ces pays et de ses habitants. Le même phénomène se produit dans les Andes, dont nous avons parlé tout à l'heure avec la ville de Lima et le Pérou. On peut projeter aujourd'hui que dans quelques décennies, il n'y aura plus de glaciers permanents dans les Andes au niveau de la ville de Lima et du Pérou. Autrement dit, les cours d'eau qui sont régulés par ces glaciers seront beaucoup moins réguliers, les nappes beaucoup moins régulières, et la disponibilité de l'eau pour le Pérou et pour les 10 millions d'habitants de la ville de Lima sera grandement affectée. Le Pérou devra donc se tourner vers d'autres solutions, comme le dessalement d'eau de mer, ce qui coûte très cher et qui est en plus une catastrophe écologique, puisque ça utilise beaucoup d'énergie. Le problème de l'affectation des ressources en eau devient donc mondial du fait de la pression que l'on exerce sur les ressources. Il peut donc être à l'origine de conflits, et quand on pense à conflits, on pense d'abord à des conflits amont-aval entre des utilisateurs, des pays situés sur un même cours d'eau. Je vous cite ici le Niger et le Mali, situés sur le fleuve Niger, qui constituent pour ces deux pays la quasi seule ressource en eau abondante et permanente. Le fleuve Niger prend sa source dans les monts de Guinée et traverse le Mali puis le Niger sans recevoir quasiment aucun apport intermédiaire. Autrement dit, le Niger dépend entièrement de l'eau qui arrive du Mali. Si le Mali décide, pour des besoins très légitimes de sa croissance, de la croissance de ses besoins et de sa population, de mettre en valeur son territoire avec la culture du coton, par exemple, qui est très consommatrice en eau, mais en même temps avec une bonne valorisation économique, alors les prélèvements du Mali sur le fleuve vont augmenter et le Niger disposera de moins d'eau. Le Niger sera donc probablement confronté lui-même à une crise de l'eau. On peut aussi citer, dans ce cadre de conflit amont-aval, un point qui fait aujourd'hui l'actualité, le conflit ou la tension très grande entre l'Éthiopie et l'Égypte au sujet du barrage de la Renaissance. Ces deux pays comptaient de l'ordre de 20 millions d'habitants au début du XXe siècle. Ils ont aujourd'hui 100 millions d'habitants. L'Égypte vit des eaux du Nil quasiment exclusivement.
depuis des millénaires et l'Éthiopie, par son développement, a besoin d'utiliser ce qui est une de ses très grandes richesses, une de ses rares très grandes richesses, qui est ce fleuve, le Nil, et les eaux qui tombent sur son territoire. L'Éthiopie, c'est donc très légitime à construire un barrage hydroélectrique pour ses besoins, mais l'Égypte ne l'entend pas de cette oreille et voudrait pouvoir avoir son mot à dire dans la gestion du barrage éthiopien. Les deux pays n'arrivent pas à se mettre d'accord, la tension est très forte et l'on n'est pas loin d'un conflit militaire. Pour aigu qu'il soit, les conflits amont-aval liés à l'usage de l'eau sont faciles à repérer et on peut donc amener les parties à la table des négociations parce que les parties sont identifiées et le problème est posé. Ce n'est pas le cas pour un autre type de conflit plus insidieux, probablement plus grave, parce que beaucoup plus difficile à résoudre, qui est celui de l'affectation des terres agricoles. Pourquoi est-ce un type de conflit lié à l'eau? Eh bien parce que les pays qui aujourd'hui ne peuvent plus assurer leur autonomie alimentaire à cause du manque d'eau sur leurs terres dépendent des pays qui, eux, sont en excès d'eau et de terre par rapport à leurs propres besoins. Si ces autres pays, comme le Brésil ou l'Argentine, décident d'utiliser une partie de leurs terres, de leur eau donc, à la production, par exemple, de biocarburants, alors ils affecteront l'équilibre mondial, ressources et besoins en eau, en détournant pour 1 litre d'éthanol 7000 litres d'eau qui auraient pu être nécessaires pour l'équilibre alimentaire mondial. De manière très similaire à ce à quoi on assiste s'agissant des émissions de gaz à effet de serre pour leur effet sur le changement climatique, nous arrivons aujourd'hui à un besoin impérieux et urgent d'une concertation mondiale sur l'affectation des ressources en eau et l'affectation des terres, sans quoi nous irons vers des très graves problèmes régionaux de déficit et essentiellement des déficits alimentaires. Et cette concertation promet d'être très difficile à entamer parce que le problème est très complexe et difficile à cerner, difficile à poser, beaucoup plus difficile, je pense, que celui des gaz à effet de serre et de leur effet sur le changement climatique. Ceci parce qu'on parle d'affectation des ressources en eau, mais on doit parler en même temps d'affectation des terres agricoles et de choix des productions agricoles pour l'équilibre alimentaire mondial. Pour bien comprendre cette question de l'eau nécessaire pour la production de notre alimentation, regardons quelques chiffres. Dans nos pays développés, nous consommons 150 litres par personne et par jour à la maison, notre eau du robinet, et quand on parle de consommation en eau, c'est ce chiffre-là qu'on a en tête. Mais nous mangeons 20 fois plus. Nous mangeons 3000 litres d'eau par personne et par jour. Bien sûr, ce n'est pas de l'eau liquide, c'est de l'eau qui a été utilisée pour fabriquer notre alimentation. Sur ce graphique qui apparaît, vous voyez les volumes d'eau nécessaires pour différents types de production agricole ou animale qui constituent notre alimentation. Pour faire 1 kg de viande de bœuf, par exemple, il faut utiliser 16 mètres cubes d'eau, 16 000 litres d'eau. Et à cette eau que nous mangeons, il faut rajouter d'autres eaux que nous utilisons pour nous vêtir. Pour fabriquer 1 kg de coton et faire un jean, il nous faudra 11 000 litres d'eau. Donc cette eau qui est absolument indispensable pour nos besoins alimentaires et aussi pour nos besoins d'habillement, mais c'est l'aliment qui en fait 80%, cette eau peut être transportée, au contraire de l'eau liquide, et peut permettre l'équilibre entre ressources et besoins par collaboration, par concertation entre les pays. Parce que cette eau peut traverser les frontières. C'est ce qu'illustre cette carte, ces flux d'eau virtuels qui parcourent le monde d'un bout à l'autre,
et qui représentent des débits absolument colossaux. Le débit de l'eau virtuelle qui traverse les frontières, c'est l'équivalent de 40 fois le débit du Rhône à son embouchure, c'est-à-dire 70 000 mètres cubes par seconde. 70 000 mètres cubes chaque seconde traversent les frontières et vont d'un pays à l'autre, et c'est ce flux d'eau virtuelle qui permet d'assurer les équilibres locaux là où ils ne peuvent pas être assurés par les ressources en eau locale. Et c'est grâce à ce transport d'eau virtuelle que la concertation internationale va pouvoir permettre d'assurer que l'équilibre ressources-besoins soit vérifié partout et de plus en plus nécessaire parce qu'on le voit, les tensions deviennent de plus en plus grandes. Ces prélèvements dont il faut bien assurer l'équilibre avec les ressources disponibles, à quoi les utilisons-nous? Alors au niveau global et en moyenne, 70% de nos prélèvements sont utilisés pour l'irrigation et la production alimentaire. Un petit quart, 22%, est utilisé pour l'industrie et pour la production d'énergie. Reste un peu moins de 10%, 8%, qui est utilisé pour l'eau à la maison. L'eau à la maison qui est en fait cette problématique d'accès à l'eau dont je vais parler tout à l'heure, n'utilise que 8% de l'eau que nous prélevons globalement. Autrement dit, s'il se pose un problème d'accès à l'eau à la maison, ça n'est pas d'abord une question de quantité, au contraire de l'accès à l'eau globalement pour la production alimentaire, parce que ça en représente une infime proportion. Ce n'est pas non plus une question de soif. En France, 7% simplement de l'eau utilisée à la maison et de l'eau de boisson ou de cuisine. Le reste, c'est de l'eau utilisée pour l'hygiène et pour le nettoyage. Et ces caractéristiques de consommation, on les retrouve partout. L'eau à la maison, c'est donc d'abord une question d'hygiène, et c'est là l'élément primordial pour la santé, bien davantage que l'eau de boisson. Je dirais, pour frapper les esprits, qu'il est beaucoup moins risqué pour la santé de boire une eau non contrôlée dans des mains propres que de boire une eau parfaitement contrôlée dans des mains sales. L'eau à la maison, c'est donc d'abord une réponse à des questions d'hygiène et de santé, et ça n'est pas un problème de ressources en eau, contrairement à l'eau utilisée pour l'agriculture et l'alimentation mondiale. Si ce n'est pas un problème de ressources, alors c'est un problème d'infrastructure et de gestion. Il manque gravement d'infrastructures de pompage, de traitement de réseau, et l'exploitation et la maintenance des services est en général très défaillante. C'est aussi un problème de qualité de la ressource accessible. Les populations ont besoin d'eau sans quoi elles ne vivraient pas. Et si l'eau n'est pas amenée par le réseau public, elles vont la chercher. Elles vont la chercher dans des approvisionnements alternatifs où l'eau n'est pas contrôlée, de très mauvaise qualité, et les met en danger. Et si elle les met en danger, c'est largement lié au défaut d'assainissement. C'est pourquoi l'eau et l'assainissement sont toujours étroitement liés et ne peuvent pas être abordés l'un sans l'autre. Mais au-delà de ces deux questions, c'est un problème de prise de conscience politique, prise de conscience populaire. Les politiques ne se mobilisent pas et la population, le peuple, non plus ne se mobilise pas. On ne le voit pas faire pression sur les politiques pour le développement de ces services. La première partie, Terre, eau et hommes, nous a montré que le problème de l'accès à l'eau pour la maison n'est pas un problème de quantité, ce n'est pas un problème de ressources. C'est un problème d'infrastructure et de gestion, et donc un problème de mobilisation des États.
Les Nations Unies se sont saisies du sujet depuis plus de 20 ans maintenant, et pourtant, les progrès sont très lents. Pourquoi? C'est la question que nous nous posons au cours de cette deuxième partie. Je voudrais commencer cette deuxième partie par une anecdote vécue par moi dans une ville de Colombie, une ville très pauvre de la côte ouest du pays, une ville qui a ses bidonvilles et les bidonvilles des bidonvilles. Ce sont ceux qui sont construits sur pilotis, là où les habitants peuvent avoir encore un petit chez soi quand ils ne peuvent même pas l'avoir à terre. J'étais dans cette ville pour étudier la possibilité d'amener l'eau, et notamment à ce quartier, où pour l'instant il n'y a pas de service d'eau et les habitants vivent dans des conditions très insalubres. Je faisais la visite de ce quartier très pauvre avec une dame remarquable, animatrice du quartier. Et à la fin de la visite, les yeux pleins d'espoir, elle me regarde en disant « Alors, on va pouvoir avoir l'eau à la maison ?» Je lui réponds « Oui, je pense que oui. Mais vous, il faudra que vous ayez les moyens d'entretenir et de gérer le service. Et ça veut donc dire de réunir par la facturation du service les montants nécessaires pour assurer qu'il soit durable, le renouvellement, le fonctionnement. » Elle me demande alors « Mais ça va nous coûter combien ?» J'avais évalué cela et je lui dis en gros 15 000 pesos par famille et par mois. 15 000 pesos, à l'époque, c'était à peu près 7 dollars américains. Là, ses yeux s'assombrissent. Elle me dit « Ah, on n'y arrivera jamais. On est trop pauvre. » Je lui demande alors « Mais 500 pesos par jour, est-ce que ça irait ?» Là, elle me regarde avec un sourire, elle me dit « Ah, ça serait formidable. Ah oui, on pourrait aujourd'hui, tout le monde dépense beaucoup plus que ça. » Ce jour-là, j'ai compris que la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement n'était en rien d'abord une question technique ou d'abord une question économique ou d'abord une question de pauvreté, mais était beaucoup plus complexe que cela. Les Nations Unies ont identifié cette question comme étant primordiale pour le développement humain et s'en sont fixé un objectif. Les Nations Unies ont défini en 2015 des objectifs à l'horizon 2030 appelés objectifs du développement durable au nombre de 17 dans un grand nombre de champs du développement humain, la santé, l'alimentation, l'éducation. Et parmi ces 17 objectifs, l'un des objectifs principaux, l'objectif numéro 6, concerne l'eau et l'assainissement. Avant, ces objectifs de développement durable, qu'on appelle ODD, avaient été définis en l'an 2000 des objectifs pour l'année 2015 qu'on appelait objectifs du millénaire pour le développement, qui eux ne comportaient pas d'objectifs principal lié à l'eau et à l'assainissement. C'était que des objectifs secondaires. En ce sens, on peut dire qu'on a progressé, c'est-à-dire que la prise de conscience et la mobilisation est meilleure qu'elle ne l'était il y a une vingtaine d'années, mais rendez-vous compte qu'en 2000, ça n'était pas un objectif de premier niveau. Quant à l'eau potable, l'ambition fixée dans l'objectif numéro 6, c'est d'assurer d'ici à 2030 l'accès universel et équitable à l'eau potable à un coût abordable. On peut comprendre donc de l'eau potable pour tous sur Terre. Mais cette ambition est trompeuse, et particulièrement pour nous qui vivons dans les pays développés. D'abord parce que le sens donné ici à eau potable ne signifie pas eau à domicile. On peut avoir à marcher 500 mètres avec des seaux qu'on ramènera chez soi. Dans la définition donnée par les Nations Unies, c'est un accès à l'eau potable. Et le terme eau potable lui-même n'a pas le même sens que celui que nous lui donnons chez nous, c'est-à-dire qu'il n'est pas exigé que cette eau respecte les normes
qui sont exigées par l'Organisation mondiale de la santé et que l'on exige chez nous en France. Il suffit que l'eau soit jugée comme étant gérée de manière sûre. Et c'est bien vague. Pour l'assainissement, la formulation des objectifs est à peu près de même nature. Formulation trompeuse également parce qu'on n'y arrivera pas. Les progrès entre 2000 et 2017 ont été très lents pour l'eau potable comme pour l'assainissement et rien ne montre que l'on soit en train d'accélérer. Vous avez sur ce graphique le prolongement des tendances actuelles pour l'eau comme pour l'assainissement en matière d'accès à l'eau potable. Et vous constaterez que pour l'eau potable, ce n'est pas en 2030 qu'on atteindrait l'accès universel défini par l'ONU, avec ce sens réduit que j'ai souligné tout à l'heure, mais plutôt 35 ou 40 ans plus tard. Et pour ce qui est de l'accès à un système d'assainissement géré de manière sûre, c'est plutôt au début du siècle prochain, après 2100. J'ajoute ici, pour le cas où vous ne le sauriez pas, que l'accès à l'assainissement, ça ne signifie pas des toilettes et des chasses d'eau à la maison, mais ça veut dire des latrines et un dispositif de lavage des mains. Faut-il souligner que le dispositif de lavage des mains, dans les objectifs, est un gros progrès, parce que la question de l'hygiène n'était pas abordée du tout dans les objectifs précédents. Autrement dit, le lavage des mains n'était pas un objectif. Les progrès sont donc très lents et la difficulté pour atteindre l'objectif d'accès universel à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène est augmentée par la croissance démographique, aggravée par cette croissance très rapide et la croissance de l'urbanisation. Vous voyez qu'entre 1990 et 2020, la population mondiale a augmenté de 2,5 milliards d'habitants, dont l'essentiel, 2,1 milliards, est une population urbaine. Et cette urbanisation est mal maîtrisée. On assiste donc à une explosion des bidonvilles. Dans ces mêmes 30 années, la population des bidonvilles a augmenté de 2,1 milliards d'habitants. 70 millions d'habitants de bidonvilles en plus chaque année. Vous voyez sur cette photo d'un type d'habitat de bidonville combien il est difficile d'imaginer des infrastructures durables dans un habitat de cette nature, combien il est difficile d'imaginer la gestion de ces services complexes dans ces situations, et combien socialement il est difficile de rendre ce service aux habitants. Prenons le cas de l'Afrique, qui connaît la croissance démographique la plus élevée au monde, et qui sera, à la fin du siècle, le continent le plus peuplé que l'Asie. C'est vertigineux. Et qui connaît également une urbanisation très rapide, et donc une croissance et une explosion des bidonvilles. Vous voyez sur cette carte, les pays qui apparaissent dans cette couleur la plus sombre, ce sont des pays dont la population urbaine, aujourd'hui, est à plus de 70% une population de bidonvilles. Les pays qui sont dans la couleur un peu moins sombre sont à plus de 40% de bidonvilles. C'est évidemment extrêmement difficile à suivre en matière d'infrastructure. Dans la plupart de ces bidonvilles, les populations n'ont donc pas accès à un service public de l'eau et moins encore de l'assainissement. Mais ils ont accès à l'eau tout de même, sinon ils ne vivraient pas. Et le service peut ressembler à ce qu'illustre cette photo avec ces porteurs d'eau qui distribuent l'eau en parcourant la ville et auxquels les habitants achètent l'eau par petites quantités. On va ici rappeler qu'en 1830, à Paris, la profession la plus représentée, c'était aussi la profession de porteur d'eau. Mais on l'a oublié. Le service de l'eau peut aussi représenter à ce qu'illustre l'une de ces photos prises sur les différents continents, Afrique, Asie, Amérique du Sud. Et bien sûr, l'eau distribuée ainsi n'est pas contrôlée, ni à la source et ni dans les bidons, c'est-à-dire que les bidons ne sont jamais vérifiés ni désinfectés, et l'eau est peu salubre. Vous n'en boiriez certainement pas. À cette forme d'injustice qui fait que ces populations pauvres des bidonvilles sont contraints d'acheter une eau de mauvaise qualité,
ajouter qu'ils la payent 10 à 15 fois plus cher que ceux qui habitent la partie de la ville où il y a des réseaux. C'est la fracture de l'eau. Il se trouve que dans ces pays-là, si l'on veut une formule un petit peu choc, on dira que plus on est riche, plus on a accès aux services publics de l'eau, plus on a de l'eau chez soi, et moins on la paye cher. Dans les villes, la course-poursuite entre la croissance démographique et le développement des infrastructures publiques pour l'eau est donc en passe d'être perdue. Il y a aujourd'hui plus d'habitants sans accès à l'eau à domicile qu'il n'y en avait dans les années 90, il y a 30 ans. Il y a bien sûr aussi plus d'habitants qui ont un robinet à domicile qu'il y a 30 ans, mais la croissance de la population totale est plus rapide que la croissance de la population avec un branchement. Les progrès sont trop lents, beaucoup trop lents. L'ambition d'accès universel à l'eau potable affichée par les objectifs de développement durable est donc très trompeuse. Mais que dire de l'assainissement? Voyez cette photo qui montre des latrines au Nigeria, à Port Harcourt. C'est une photo prise il y a quelques années avec un compartiment homme, un compartiment femme. Eh bien, ces latrines étaient considérées dans les objectifs de développement durable qui couraient jusqu'à 2015 comme étant acceptables. Je ne pense pas qu'elles le seraient pour nous. Eh bien, aujourd'hui, 4,2 milliards d'habitants n'ont pas accès même à ce niveau de services en matière d'assainissement. Les progrès sont donc très très lents. Et c'est très paradoxal. Parce que non seulement l'accès à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène est une évidence sociale, parce qu'on a tous envie de dire que chaque être humain a droit à cette dignité, mais c'est aussi une évidence économique. Ce graphique montre différentes hypothèses d'accès à l'eau et ou l'assainissement. Je ne vais pas détailler les hypothèses, mais il montre le ratio bénéfice sur coût dans chacune des hypothèses. Et vous constaterez que quel que soit le cas retenu, le ratio bénéfice sur coût varie entre 3 et 10. Investir pour l'eau et pour l'assainissement est donc très rentable. Et l'intérêt économique qui va avec cet investissement devrait mobiliser toutes les énergies publiques, privées et sociales. Et j'appelle ici énergie sociale la mobilisation populaire pour que la pression soit exercée sur les dirigeants afin de développer ces services. La réalité observée est que la question de l'eau et de l'assainissement apparaît très peu prioritaire auprès des gouvernants des pays. On le voit en examinant la composition de leur budget. Ce graphique date un peu, mais les choses restent très semblables aujourd'hui. Les budgets militaires sont de loin les plus élevés, mais on voit que le budget de l'eau est très très faible, y compris beaucoup plus faible que le budget de la santé, alors que l'effet sur la santé de l'investissement dans l'eau et l'assainissement est bien supérieur à l'effet des dépenses de santé elles-mêmes, qui sont du curatif et non du préventif. Question non prioritaire et budget très insuffisant. Les Nations Unies, dans leur rapport de 2017 sur le suivi des objectifs de développement durable, écrivent que 80% des pays déclarent consacrer des budgets insuffisants pour atteindre leurs objectifs. Et plus grave encore, 50% des pays déclarent que les tarifs appliqués pour les services existants sont insuffisants pour assurer la seule exploitation et maintenance de ces services. Autrement dit, on est sur le chemin d'une dégradation des services existants et pas du tout d'une extension pour atteindre les populations qui n'ont pas de services. Alors, pourquoi ce paradoxe? On entend trois types de raisons. Défaut de gouvernance, corruption, poids des investissements, très lourd pour des pays pauvres, et pauvreté des habitants eux-mêmes qui ne pourraient pas se payer ce service dans leur budget familial.
Alors ces arguments existent, c'est certain, et ils pèsent sur le développement de l'accès à l'eau, mais aucun n'est explicatif. Défaut de gouvernance, je vous cite le cas du Cambodge, avec la Régie des eaux de Phnom Penh, qui est l'une des sociétés d'eau les plus performantes au monde, qui dessert les 2 millions d'habitants de l'agglomération avec une eau de très bonne qualité, 24 heures sur 24, à un prix bas, qui permet à tous d'avoir accès aux services. Or, le Cambodge est l'un des pays les plus mal classés par Transparency International. Il ne brille donc pas par sa gouvernance. Ça ne peut pas être la bonne raison. Le poids des investissements. Je vous cite ici le Burkina Faso, le Sénégal, entre autres, qui sont 2 pays assez exemplaires en matière de développement des infrastructures urbaines d'eau potable et qui pourtant sont des pays pauvres, très pauvres, et pour le Burkina Faso en plus très défavorisé pour ce qui est des ressources en eau. Ça ne peut donc pas non plus être l'argument. Quant à la pauvreté des habitants, je vous renvoie au développement fulgurant de la téléphonie mobile. En Afrique, en l'an 2000, il n'y avait quasiment aucun téléphone portable. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de téléphones portables que de branchements d'eau. On atteint un taux de pénétration de près des 3/4, voire davantage. Or, le prix de ce service, ça signifie l'achat d'un appareil et le paiement des communications. Et in fine, cela revient plus cher, nettement plus cher, que l'accès à l'eau via des infrastructures publiques quand celles-ci existent. Ça n'est donc pas non plus l'argument. En fait, ces 3 raisons sont la partie émergée d'un iceberg. C'est pour ça qu'on en parle, on la voit bien, mais elles ne permettent pas de comprendre. Les raisons profondes sont ailleurs. Quelles sont donc ces raisons profondes, ces raisons véritables? La plus importante, c'est la très grande complexité du sujet. On l'a vu, investir dans les services de l'eau et de l'assainissement présente une rentabilité très forte. Mais d'une part, cette rentabilité n'est pas pour l'investisseur ni pour l'opérateur du service. Et d'autre part, plus insidieux, elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible pour l'autorité publique, elle n'est pas non plus visible pour les bénéficiaires. Pas visible parce qu'on a du mal à faire le lien entre les bénéfices reçus et la cause qui est l'accès à l'eau. Parce que ces bénéfices, c'est d'une part des gains sur la santé des habitants qui vont leur permettre de travailler davantage et donc d'enrichir le pays et puis de s'enrichir eux-mêmes. Parce que ces bénéfices, c'est aussi du gain de temps qui permet par exemple aux enfants d'aller à l'école et donc au pays de s'éduquer. Et parce que ces bénéfices, c'est également la possibilité de développer des services, des commerces, des activités économiques qui ne pourraient pas naître sans l'accès à l'eau. Et comme cette rentabilité est très peu visible pour les bénéficiaires, la demande populaire à ce sujet est faible. Elle est très faible comparée à d'autres demandes. Les populations se contentent d'avoir des solutions alternatives. On les a vus manifester pour le prix du pain, pour l'accès à des stades de foot. On ne les voit pas manifester pour l'accès à l'eau par le service public. Et quand on les voit manifester à ce sujet, c'est plutôt contre. Ils manifesteront parce que le prix de l'eau est trop élevé. C'est donc très peu rentable politiquement d'investir dans l'eau et dans l'assainissement. Pas rentable parce qu'on risque plutôt des oppositions populaires à cause du prix de l'eau, et pas rentable non plus parce que le décalage dans le temps et l'invisibilité des bénéfices par rapport à la cause fait qu'on ne travaille pas pour soi, on travaille pour ses successeurs, et que c'est rarement le cas qu'un homme politique décide de sa politique pour le bien de ses successeurs. La très grande complexité est donc politique et sociale. Elle n'est pas d'abord technique ou d'abord économique. Les causes sont donc davantage liées aux acteurs qu'aux moyens. Acteurs publics parce qu'ils n'ont pas la perception stratégique de l'intérêt d'un investissement dans l'eau et dans l'assainissement. Ils ont donc d'autres priorités. Et puis ils n'ont pas de motivation électorale comme on l'a vu précédemment.
Alors, quand ils montreront de l'intérêt pour l'eau et l'assainissement, ce sera souvent de l'intérêt de court terme et plutôt avec motivation électorale, une préoccupation de façade, hein, la veille d'élection. Acteurs privés également, à cause du temps de retour très long, c'est un pas de temps long qui caractérise le service de l'eau et de l'assainissement. Et ce temps de retour n'est pas motivant pour des acteurs privés. Et puis également, le capital institutionnel est généralement peu développé dans les pays en développement. Ce capital institutionnel, c'est la faculté qu'ont les différents corps à travailler ensemble, à se faire confiance, hein. D'une part les entreprises, les banques, l'État, les communautés. Or, il faut être plusieurs parties pour travailler à l'accès à l'eau et à l'assainissement, et si ce capital institutionnel est peu développé, il est difficile de les faire travailler ensemble. Il n'y a donc pas de conditions pour qu'un écotop viable soit créé. Écotop voulant dire ici un milieu économique. Aquorbi a été créé il y a une douzaine d'années pour mettre en œuvre sur le terrain, à sa toute petite échelle, les réflexions qui ont été présentées dans la partie précédente de l'exposé, intitulée L'accès à l'eau pour la maison. La raison d'être d'Aquorbi n'est donc pas de créer des infrastructures, mais de créer des écotops pour l'eau et l'assainissement, c'est-à-dire faire éclore localement un tissu de petites entreprises pour l'eau et l'assainissement qui soient professionnels, c'est-à-dire avec le même niveau de qualité et d'exigence que celui que nous voudrions chez nous, qui puissent vivre des flux financiers de ces relations commerciales avec les différents utilisateurs et se développer sans subvention, parce que je ne crois pas en la possibilité d'un service de l'eau et encore moins un service de l'assainissement durable qui ne repose pas pour son fonctionnement quotidien sur des flux financiers locaux. Et ceci dans le respect de valeurs éthiques exigeantes, parce que dans le monde de l'aide au développement, il y a des acteurs qui cherchent à en profiter, et on les évitera. Comment travaille-t-on? Quelques mots-clés ici: identifier, former, faire faire, accompagner, identifier celles qui deviendront ces entreprises de l'eau et de l'assainissement, les former, faire faire, c'est-à-dire ne pas faire soi-même, mais faire avec elles pour qu'elles apprennent, les accompagner dans la durée, c'est rester avec elles suffisamment longtemps pour pouvoir répondre à leurs questions jusqu'à ce qu'elles deviennent indépendantes, techniquement et économiquement, et qu'elles soient à leur tour moteurs de développement dans leur pays. Les premiers projets d'Aquorbi ont été réalisés en Haïti, il y a un peu plus de 12 ans, en Haïti où le service de l'eau et de l'assainissement sont très mal développés. Pour vous donner une idée, à Port-au-Prince, la capitale, d'une part, il n'y a pas de réseau d'assainissement, et d'autre part, le réseau d'eau potable ne concerne qu'en gros un petit million d'habitants sur les 3 millions que compte la capitale, et encore, ce petit million d'habitants qui est raccordé au réseau peut-il rester parfois une semaine, 2 semaines sans eau? On a donc besoin de ressources alternatives, même quand on est branché au réseau. Et dans les campagnes du plateau central, le service de l'eau ressemble à ce que vous illustrent ces photos, et l'habitat est un habitat très pauvre, comme celle du milieu de cette vue. Notre partenaire en Haïti, c'est la Fraternité de l'Incarnation, une fraternité religieuse dont vous voyez ici le fondateur et le toujours supérieur, Franklin Armand, qui est un homme extraordinaire, qui est un acteur important du développement dans son pays et qui réunit toutes les qualités dont j'ai fait mention tout à l'heure pour pouvoir être ces artisans du développement. Nous y avons installé avec Fraternité de l'Incarnation et maintenant une identité qu'on appelle Fraternité de l'eau, hein, qui est celle qui s'occupe de l'eau, une première usine dans la région d'Inche, qui est une usine de traitement d'eau par ultrafiltration, qui prélève l'eau dans un petit lac, qui
l'élève jusqu'à l'usine de traitement et la distribue à un kiosque pour que les publics puissent venir y chercher leur eau potable dans des conditions de qualité qui sont celles que nous exigerions. Moi, je bois de cette eau quand je vais en Haïti. Vous avez sur cette photo Gérald Jean-Baptiste, qui était à l'époque le directeur national de l'eau et qui vient visiter cette installation parce qu'elle lui semble très prometteuse pour le pays. Pendant ces 10 années de partenariat qui se prolongent encore aujourd'hui, car nous sommes toujours en lien avec Fraternité de l'eau, nous avons formé, nous avons fait faire, nous avons accompagné. Vous avez ici Slim, qui est aujourd'hui directeur de Fraternité de l'eau, qui est en train d'apprendre son métier d'ingénierie de l'eau dans une entreprise en France qui a bien voulu l'héberger et lui apprendre surtout ce métier. Slim, dans les premières années de notre partenariat avec Fraternité de l'eau, a passé un total de 6 mois en France de formation, un investissement considérable. Vous voyez ici des collaborateurs d'Aqua-Orbi en mission en Haïti pour faire et enseigner à Fraternité de l'eau, Slim est ici un de ses collaborateurs, enseigner la conception et le montage d'usines, ici une unité d'ultrafiltration, ici l'énergie solaire, car les équipements installés peuvent fonctionner avec l'énergie solaire. 10 ans de présence, 10 ans d'accompagnement, donc, où petit à petit, Aqua-Orbi a fait de moins en moins et Fraternité de l'eau a fait de plus en plus par soi-même, si bien que on peut, au bout de ces 10 années, tirer ce bilan. L'autonomie technique et économique de Fraternité de l'eau est acquise, c'est-à-dire que la création de cette capacité à vivre de son métier de service de l'eau et de l'assainissement, sans aide étrangère, ni technique ni économique, est acquise. Maîtrise de l'ingénierie et de la maintenance, Slim et son équipe aujourd'hui savent concevoir et réaliser et tester différents types d'unités de traitement d'eau, ici par ultrafiltration, ici par osmose inverse. Ils savent également faire du traitement avec filtration et désinfection sur sable, bien sûr. Des petits systèmes collectifs d'eau potable avec un réseau, une usine, des réservoirs, des points de distribution. Son équipe sait en faire la conception, en assurer la maîtrise d'œuvre et ensuite en assurer la gestion ou transférer la gestion à une organisation communautaire et l'accompagner pour qu'elle puisse trouver elle-même son autonomie. Voici une illustration ici de ces petits systèmes dans un village. C'est le premier que nous avons équipé qui s'appelle Darlégrand. Ici l'usine, l'énergie solaire qui fait fonctionner l'usine et le réseau, des écoliers qui viennent acheter de l'eau. Ici une borne fontaine dans l'école, qui est un des points de distribution de ce mini-réseau. Également autonome pour ce qui est des systèmes d'assainissement. Je vous l'ai dit, nous ne concevons pas un service de l'eau qui ne soit pas accompagné de services de l'assainissement, et le service de l'assainissement est toujours accompagné de l'hygiène. Ici, un dispositif de lavage des mains systématiquement installé en même temps que sont installées les latrines, et ce dispositif de lavage des mains a été conçu et est réalisé par Slim avec des artisans et son équipe. Ici, une latrine individuelle chez un habitant, ici une latrine collective pour une école. Et je peux vous affirmer, pour l'avoir expérimenté, que ces latrines sont très propres, il n'y a pas une odeur, elles sont vidangeables et les produits sont compostables, elles sont donc durables, et les habitants, utilisateurs, en sont extrêmement ravis et en prennent grand soin. Donc, maîtrise de l'ingénierie et de la maintenance, à la fois des systèmes de production d'eau potable, de distribution d'eau potable, d'assainissement autonome, mais également maîtrise de la qualité. L'un des premiers équipements que nous avons fait là-bas avec Fraternité de l'eau, c'est un atelier de montage. Et cet atelier de montage permet non seulement de monter les unités de traitement, mais aussi de les tester,
de façon à ce qu'on soit sûr de leur qualité et de la qualité de l'eau traitée. Et également, un des autres investissements faits dans les toutes premières années et formations qui l'accompagnent, c'est celui d'un laboratoire d'analyse de l'eau potable. Hein, vous voyez ici un opérateur qui a été formé, qui est en train de faire des analyses. Autrement dit, l'eau qui est produite et gérée par Fraternité de l'eau est une eau absolument contrôlée en matière de qualité et de potabilité. J'en bois sans aucune appréhension et tous les visiteurs qui rendent visite à la Fraternité de l'eau et au Petit Frère de l'Incarnation font de même. L'autonomie technique et économique est acquise, et également l'autonomie en termes de communication et de visibilité qui vont avec pour faire école. Parce que le but de ces écotopes, c'est d'essaimer, c'est que d'autres puissent ensuite naître et que se diffuse cette forme de développement du service. Vous voyez ici sur cette photo Franck Larmand, le fondateur des PFI, avec Michel Martelly, président de la République, le président qui précède le président actuel, et ici Didier Lebret, qui à l'époque était ambassadeur de France en Haïti. Ici Slim, en train de faire visiter au Premier ministre Marc Lamotte l'atelier de montage où il a terminé le montage d'une unité d'ultrafiltration capable de produire 20 000 litres d'eau parfaitement potable par jour, 20 mètres cubes par jour. Ici, vous voyez le président René Préval, qui était le président en exercice au moment du tremblement de terre, qui félicite un de nos collaborateurs après avoir eu connaissance de ce qu'il faisait, et notamment de la création de cette usine de Pont-Diessou. Ici, je vous montre quelques photos de réalisation technique un peu complexes qui ont été faites par Fraternité de l'eau, notamment une prise en lac, ici dans le village de Tira-Moscadi. Donc, au cours de ces 10 ans, eh bien, Fraternité de l'eau a réalisé nombre d'équipements d'eau ou d'assainissement dans l'ensemble des villages qui sont ici indiqués. Je ne vais pas vous les détailler, ça serait un petit peu long. Et nous continuons à être en contact avec nos amis là-bas, mais ils n'ont plus besoin de nous. Donc nos missions se sont beaucoup espacées et nous sommes en relation beaucoup par visioconférence, une fois par mois, à d'autres rythmes si c'est jugé nécessaire, avec Slim, non pas tant pour résoudre ses problèmes, mais pour réfléchir avec lui. Il est devenu autonome. Alors après Haïti, je voudrais maintenant vous parler du Cambodge. Haïti, c'était notre première expérience. Le Cambodge, c'est tout récent. Hein. Nous venons de commencer l'année dernière un partenariat pour y développer le même type de projet qu'on a développé en Haïti. Il s'agit, avec nos partenaires et amis cambodgiens, d'équiper en eau et assainissement des villages lacustres autour du lac Tonlé Sap. Alors ça mérite quelques minutes de parler de ce lac extraordinaire qui, d'une part, modèle une partie de la culture du Cambodge, les temples d'Angkor et la ville d'Angkor Thom, qui a compté jusqu'à 1 million d'habitants au tournant du premier millénaire, doivent en particulier leur richesse au lac Tonlé Sap. Les extraordinaires travaux hydrauliques faits par les ingénieurs de l'époque ont permis l'alimentation de la ville, des agriculteurs et de la production nécessaire à tous ses habitants. Mais le lac Tonlé Sap est aussi un poumon économique du pays ou un poumon hydraulique. C'est un vase d'expansion naturelle du Mékong. Quand le Mékong est en basse eau, le lac se vide et alimente le fleuve. Le lac devient alors assez petit, il représente moins de 2% de la surface du pays, sa profondeur est d'1 mètre à peu près. Mais quand le Mékong voit son débit augmenter et qu'il passe en hautes eaux, c'est lui qui va remplir le lac. Avec des débits absolument prodigieux, le débit qui va alimenter le lac est de 10 000 m3 par seconde, c'est-à-dire 6 fois le débit du Rhône à Arles. Et quand le lac atteint sa hauteur maximum, eh bien, son volume est 80 fois supérieur au volume qu'il avait en basse eau.
et sa profondeur est d'environ 10 mètres. Grâce à ces particularités extraordinaires, le Tonlé Sap est également un poumon économique du pays. D'une part pour son agriculture, à cause du régime de crue-décrue, et d'autre part parce que une grande partie de l'alimentation en protéines du pays vient de la pêche sur le lac Tonlé Sap. Autour du lac Tonlé Sap vit environ 20% de la population du Cambodge, en une multitude de petites villes ou villages qui peuvent compter jusqu'à quelques milliers d'habitants. Et ces habitants vivent soit sur des maisons sur pilotis, soit sur des maisons flottantes dans le lac lui-même. Vous voyez ici sur la gauche des villages sur pilotis, en saison sèche. Ils sont perchés sur des poteaux qui font 8 mètres de haut, et puis là, des villages flottants qui vivent sur le lac et montent et descendent avec le lac, voire même se déplacent, car ils sont capables de bouger pour aller vers des lieux qui leur paraissent les plus propices à chaque époque de l'année. Alors vous imaginez bien que dans ces conditions, la création de services d'eau et de l'assainissement, c'est très complexe. Voyez en saison sèche à quoi ressemblent ces villages. Eh bien, lorsque les eaux montent, l'eau qui n'apparaissait pas sur ce paysage monte jusqu'au niveau de cette flèche. On voit ici la limite entre la partie brune du poteau, celle qui est dans l'eau, et la partie encore claire qui est hors de l'eau. Et voilà à quoi ils ressemblent, ces villages en période de haute eau. Un réseau qui est donc capable de vivre avec une telle variation de niveau d'eau, c'est très compliqué, et pour l'assainissement, encore davantage que pour l'eau potable. C'est pourquoi il n'y a pas de solution aujourd'hui développée au Cambodge pour toutes ces populations. Notre partenaire au Cambodge, c'est Ekson Chan. Ekson Chan est un homme extraordinaire qui a été directeur général de la Régie des eaux de Phnom Penh pendant 20 ans et a conduit cette société d'eau à devenir aujourd'hui une référence dans le monde. Référence aussi bien pour la qualité de son service que pour son efficacité, ce qui permet à cette société remarquable de donner accès à l'eau potable à tous les habitants de l'agglomération de Phnom Penh, cette grande capitale, et à un prix suffisamment bas pour que tout le monde puisse avoir accès et bénéficier de ce service. Ekson Chan a choisi Kevin et Erika comme chefs de projet. Nous sommes très régulièrement en contact avec eux par visioconférence parce qu'au cours de l'année précédente, on n'a pas pu aller sur place du fait des restrictions liées à la pandémie. Mais ils sont très efficaces et les projets avancent bien. Nous travaillons aussi avec Son Soke. Son Soke est un ingénieur hydraulicien qui assure la maîtrise d'œuvre des projets et puis nous apporte tout son savoir technique. Enfin, vous voyez ici sur cette photo une réunion avec l'équipe projet au Cambodge, au cours de laquelle nous envisageons à la fois le programme, mais aussi les solutions techniques qui soient adaptées au contexte du Cambodge, ce qu'on peut y trouver, mais aussi adaptées aux besoins et aux attentes culturelles des villageois, parce que, comme on a pu le dire, la question de l'appropriation par les communautés est presque plus importante que la question de la solution technique. Cette vue montre des premiers travaux réalisés dans la commune de Phnom Chat, qui est située à l'ouest du Cambodge, tout près de la frontière thaïlandaise. Alors c'est la seule commune parmi celles dans lesquelles nous travaillons qui ne soit pas inondable. Et on voit ici des travaux d'assainissement qui sont quasiment terminés, si bien qu'aujourd'hui tous les villageois de cette commune, un peu particulière parce qu'elle a été créée pour permettre aux invalides de guerre de la période noire du Cambodge de pouvoir vivre du travail des terres avec leur famille. Les travaux dans les villages lacustres n'ont pas encore commencé, mais les projets, eux, ont commencé. Sur ces vues, vous voyez des visites de terrain. Alors bien sûr, pour les villages flottants, on s'y rend en bateau.
Nous avons rencontré des villageois pour pouvoir évoquer avec eux leur implication, ce que ça représenterait pour eux de pouvoir ensuite prendre en charge ces différents équipements et puis écouter leurs attentes. Nous n'avons pas encore commencé les travaux dans les villages lacustres, en particulier parce que nous avons été freinés par la pandémie. J'espère que lors d'une prochaine présentation, je pourrai vous montrer des réalisations. Pour ce qui est du traitement de l'eau, par exemple, ce que nous envisageons, ce sont des usines flottantes pour les villages flottants, des usines par ultrafiltration qui traiteront directement l'eau du Tonlé-Sap. En conclusion de cette présentation des réflexions sur l'accès à l'eau et de l'exemple par ce que réalise Aqua-Orbi, je voudrais vous demander de retenir juste un point. C'est que formation, accompagnement et ingénierie sociale sont une condition sine qua non de durabilité. Le succès ne se vérifie que sur le long terme, et ce long terme, c'est le temps d'accompagnement des populations bénéficiaires pour qu'elles puissent s'approprier les services et pouvoir les gérer durablement. Ce temps de formation, d'accompagnement, d'ingénierie sociale est très long, très long, très exigeant en temps passé, donc très coûteux au fond. Mais c'est du temps et du coût qui ne se voient pas, ce ne sont pas des réalisations physiques. Autrement dit, ça n'est pas spectaculaire, ça n'est pas émouvant quand on présente des photos de réunions avec des villageois comme sur ces photos de cette vue. Ça ne va pas soulever l'enthousiasme des foules, donc c'est moins efficace auprès des donateurs. Les donateurs attendent des réalisations, c'est ça qu'ils demandent. Et c'est vrai aussi des institutions de financement. Les institutions de financement internationales sont évaluées sur leur capacité à faire, à dépenser de l'argent, et non pas réellement sur la durabilité de ce qu'elles font, parce que c'est très difficile à mesurer. Donc c'est peu spectaculaire, c'est très long, c'est très coûteux. Ça n'est pas ça qui va mobiliser ni l'attention des dirigeants, ni la mobilisation du public, et pourtant, c'est le plus important. C'est l'essentiel. La durabilité des projets, des actions dans le domaine de l'accès à l'eau et à l'assainissement est beaucoup plus liée à ce qu'on y a consacré en termes d'accompagnement que parce qu'on a réussi à résoudre des difficultés techniques. Nous voici donc au terme de ces réflexions. Nous sommes partis d'une vision très planétaire pour arriver jusqu'au seuil des maisons et comprendre où étaient les difficultés pour l'accès à l'eau. J'espère que vous allez pouvoir ajouter vos propres réflexions et devenir à votre tour des ambassadeurs, des porte-paroles pour une prise de conscience mondiale et que cela progresse pour les hommes de la planète. Et quant à moi, il me reste à vous remercier.